Voilà, retour sur ce plateau. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour aux amis auditeurs de la Diaspora FM, bonjour également aux téléspectateurs et aux internautes qui sont fidèles à ce plateau. Alors bonjour Roland Tonéikès. Carole Olaye, bonjour Hugues Hector Zogo, bonjour amis téléspectateurs et internautes, auditeurs de la 102.3 FM, bonjour. Alors c'est parti. Premier sujet à aborder, registre politique présidentiel 2026. Talon, Yahi, Humbweji, Djogbenu, Biochane et Humpe, les maîtres du jeu. C'est une interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre. Hugues Hector Zogo. Oui, je pense quand même que les différentes figures qui ont été, dont les noms ont été cités par rapport à ce titre sont effectivement les maîtres du jeu. Parce que quand vous regardez au niveau de la liste, vous avez déjà des responsables de partis politiques et vous avez d'autres grandes figures de la classe politique de notre pays qui inéluctablement ne pourront pas rester en marge de ce qui va pouvoir se dessiner pour les élections générales de 2026. Et quand on s'intéresse déjà aux responsables de partis politiques, sur la liste, on a par exemple le professeur Joseph Djogbenu, on a le ministre d'État Abdoulaye Biochane, on a M. Paul Humpe, et moi je suis tenté de me dire, quid de ces responsables de partis politiques qui ne se retrouvent peut-être pas au niveau de cette liste-là. Je vais nommer par exemple Madame Claudine Afiavi-Prudencio et Jacques Ayagui, qui se retrouvent aujourd'hui être à la tête de partis politiques très organisés. Et quand on regarde Renaissance nationale, quand on regarde Moël Bénin, on ne peut quand même pas parler de 2026 sans ces deux formations politiques-là. Politique également. Et donc pour moi, c'est vrai, les maîtres du jeu, déjà ce sont ces premiers responsables politiques dont on vient de parler, mais en dehors d'eux, il y a aussi d'autres acteurs, pas des moindres. Donc ces deux-là auxquels je viens de faire allusion. Maintenant, quand on quitte les responsables de partis politiques, je suis resté au niveau des responsables de partis politiques parce que je considère qu'avec la réforme du système partisan, les premiers acteurs qui doivent pouvoir se prononcer, ce sont les partis politiques. Ce sont les premiers acteurs qui doivent pouvoir se prononcer. Et donc, les responsables de partis politiques vont pouvoir, d'une manière ou d'une autre, faire passer leur vision pour l'avenir de notre pays et donc échanger avec leurs pairs au sein des partis politiques pour que le meilleur candidat soit retenu et permettre au peuple béninois d'aller aux élections. Maintenant, quand on laisse les responsables de partis politiques, il y a d'autres grandes figures. Là, par exemple, sur la liste, on a le président Patrice Talon, inéluctablement, puisqu'il est le président sortant, donc il aura forcément un dauphin, qu'il l'ait voulu ou non. C'est la politique qui le lui impose. Et en dehors de lui, on a l'ancien président Boni Yahi, qui également, c'est vrai, se retrouve dans la posture de président de parti politique, les démocrates, mais ne l'oublions pas, il a été ancien chef d'État. Et donc, avec cette posture-là, on peut quand même se permettre de dire qu'il a encore de la popularité derrière. Et donc, on ne peut pas parler de 2026 sans pouvoir le citer. On a bien évidemment Maître Adrien Humbweyi, dont on parle de plus en plus, au regard quand même du parcours politique. Président de l'Assemblée nationale 3 fois de suite, président d'un ancien parti politique qui a travaillé sur l'échiquier national plus d'une vingtaine d'années. Et vous connaissez un peu, je vais dire, l'environnement dans lequel il se retrouve, le département ou la circonscription électorale qu'il a l'habitude de coiffer. Les gens lui sont restés fidèles jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, d'une manière ou d'une autre, il aura aussi son mot à dire. Maintenant, une autre figure dont on n'a aussi pas parlé et qui n'est peut-être pas responsable de parti politique, c'est l'honorable Éric Ondete. Voilà aussi une personnalité de notre pays avec qui il faut faire beaucoup attention. On ne pourra pas parler de 2026 sans pouvoir parler d'Éric Ondete.
Voilà. Roland Tonneikes. Oui, Talon Yahi, Rumbedi, Djogbenou, Biotchane et Rumpé, les maîtres du jeu. Et c'est bien écrit, présidentiel de 2026. Je crois que d'abord, il faut quand même préciser que ceux dont les noms sont cités sont des gens qui vont peser lourdement dans la balance dans le choix pour la présidentielle de 2026. Pourquoi? Parce que quand je prends Talon, c'est le maître à jouer de la mouvance présidentielle et notamment des deux grandes formations qui aujourd'hui se réclament être les plus grandes formations à l'aide de la réforme du système partisan, notamment l'UP, le Renouveau et le BR, qui ont des élus au Parlement et qui ont des élus au niveau des mairies parce qu'en fait, n'oubliez pas que ces deux partis contrôlent à eux seuls 111 communes aujourd'hui et sur les 109 députés ont le gros lot également. Et quand je descends, je viens vers Boni Yahi, il faut rappeler qu'il est président du parti Les Démocrates et il avait 8 députés à l'Assemblée nationale, le nombre de députés qu'il faut quand même pour avoir la possibilité de parrainer un candidat. Et quand on descend vers, comment vous appelez, l'autre formation politique FCBE, qu'on le veuille ou non, Paul Rumpé avec 6 maires aujourd'hui sur les 117 maires que compte le Bénin, a son mot à dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se peut qu'on ait besoin de ces maires-là pour parrainer. Étant donné que dans la loi, il est précisé que les parrainages seront co-signés par le président du parti, donc il a son mot à dire. Et puis après, n'oublions pas, parce qu'il y a Biotchane qui a été cité également, il y a Joseph Djogbenou qui a été cité également, les deux qui sont présidents de formations politiques qui doivent aussi co-signer les parrainages pour les candidats. Et donc, globalement, il faut quand même conclure, oui, que les maîtres à jouer, ce sont ces personnes-là d'abord. Et puis après, on peut voir, puisque on l'a toujours dit, en politique, il n'y a jamais de soustraction ni de division, il faut la multiplication et l'addition. Donc, on aura besoin des autres formations politiques que sont, comment vous appelez, Renaissance nationale, Moël Bénin, NFNN, MPL, et GSR et autres, parce qu'à un moment donné, on aura besoin de ces personnes-là, soit pour gagner 5 voix quelque part, 10 voix par endroit, 1000 voix par endroit, 2000 voix par endroit. Mais ceux qui ont la possibilité de décider, de dire, bon, voilà, nous donnons caution à tel ou tel qui ira aux élections aujourd'hui, il se fait que, malheureusement, ce sont ces personnalités qu'on a citées là. Et en réalité, quand on finit de faire le lot là, pour dire, voilà, les maîtres à jouer, je pense qu'il y a 2 super maîtres en réalité. Parce qu'au-delà de tout, Biotchane va faire son choix, Joseph Djogbenou va faire son choix, comme vous appelez, Eric Ondete, Boni Yahi va faire son choix. Mais après tout, Boni Yahi étant présent en même temps de son parti politique, le dernier mot lui revient du côté de l'opposition, malheureusement. Hein. Et puis du côté de la mouvance, Biotchane et Djogbenou vont faire leur choix au niveau des formations politiques, mais la dernière décision reviendra à une personne. Et cette personne, il se fait que c'est Patrice Talon. Donc les deux personnalités qui, du côté de l'opposition de la mouvance, qui ont la possibilité de décider en dernier ressort sont Boni Yahi et Patrice Talon, mais on ne va pas mettre de côté les autres parce qu'ils sont présidents de partis politiques et c'est eux qui doivent co-signer les parrainages. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est de comprendre qu'en réalité, le jeu n'est plus ouvert comme par le passé, où en réalité, les députés peuvent se lever, comme l'image qu'on a eue en 2016. Beaucoup de députés sont allés du côté de Lionel Zinsou pour le soutenir, et puis après, beaucoup sont allés du côté de Adjavon pour le soutenir. Il paraît qu'à ces endroits-là, l'agence circulaire, en tout cas, mieux que peut-être de l'autre côté, et beaucoup moins d'élus étaient allés vers Patrice Talon. Et donc on a vu ça. Mais dans le cas d'espèce maintenant, il ne revient plus à un député de se lever personnellement pour dire, bon, je vais aller soutenir, je donne mon parrainage à telle personne. Il est obligé de suivre une certaine dynamique, parce que même dans la réforme du sympathisant, on n'a pas le dynamique du groupe, et donc voilà. Et les députés, les maires aujourd'hui, n'ont pas d'autre choix personnel à faire, c'est-à-dire qu'au-delà de leur volonté de parrainer un candidat, ils doivent pouvoir se référer soit à Abdoulaye Biotchane, soit à Joseph Djogbenou, soit à Paul Rumpé, soit à Boni Yahi ou à Patrice Talon. Et encore que, s'ils finissent de se référer à Boni Yahi, à Djogbenou et Biotchane du côté de la mouvance, la dernière personne qui viendra entériner, confirmer tout pour valider, il se fait que c'est Patrice Talon. Et donc du côté de l'opposition également. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu la posture adoptée par Paul Rumpé est de l'opposition, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit depuis des années. Mais il se fait que ces derniers jours, quand vous suivez son discours, est-ce que c'est un jeu qu'il fait pour se faire désirer par le courant de l'opposition, notamment les démocrates? Parce que quelqu'un qui est de l'opposition, qui en arrive à interpeller le chef de l'État pour demander les parrainages, et quand vous voyez cette déclaration le week-end dernier, c'est qu'il dit
En réalité, il est tellement optimiste que après Patrice Talon, il peut gagner les élections, il peut être président de la République. Donc, quand on voit ça aujourd'hui, il se met dans une posture où on est obligé d'aller vers lui pour dire pardon vient de notre côté, pardon vient de notre côté. Donc, de l'un dans l'autre, il devient aussi un maître du jeu. Il se met dans une posture où la mouvance va, à un moment donné, va dire, bon, écoute, ce qu'on va faire, écoute, tu peux faire une déclaration pour te rallier officiellement à la mouvance, et là, tu es avec nous, où l'opposition maintenant va commencer par le supplier pour dire, mais ne fais pas ça. Donc, il est en train de faire un jeu politique là, en réalité, pour se donner de la valeur. Bon, pas qu'il n'a pas de la valeur. Avoir 6 mais quand même sur 111, avec le contexte qu'on connaît, c'est pas qu'il n'a pas de la valeur, il a de la valeur. Et je crois qu'il joue véritablement sur ça. Et c'est ce qui fait que dans ce lot-là, il se retrouve être aussi un maître du jeu. Alors, est-ce que tous ceux-là sont maîtres du jeu, sont le peuple? Oui, c'est une belle question. C'est vrai, on peut se permettre de dire que la démocratie, telle que ça se vit sous le tropique, devrait normalement donner le droit au peuple. Le peuple souverain dont nous parlons généralement, est-ce que ce peuple même est conscient de la mission qui est la sienne? C'est en fait la question fondamentale à laquelle il faut trouver la réponse. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas ses bourreaux, pratiquement à la veille d'une élection, et qui accepte vendre sa conscience contre de l'argent, ce peuple-là n'est pas digne. Et donc, pour moi, c'est vrai, on parle de la démocratie, et c'est une dynamique dans laquelle on se retrouve de plus en plus pour dire oui, le pouvoir au peuple souverain. Et généralement, hein, il y a une sorte d'euphorie qui nous anime à la veille des élections, et on trouve que tel acteur politique ou tel autre ne mérite peut-être pas d'être reconduit, ou tel autre ne mérite pas de pouvoir se retrouver à tel poste électif. Mais en réalité, le peuple même n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt parce que les urnes, en fait, constituent le baromètre pour évaluer le niveau de conscience citoyenne de ce peuple-là. Mais vous vous rendrez compte que le même peuple qui a peut-être crié durant une décennie, que c'est le même peuple-là qui va renouveler sa confiance aux mêmes acteurs. Et malheureusement, dès que le même processus continue, c'est le même peuple que vous verrez dans la rue. Or, il a manqué de comprendre qu'il est tombé dans le piège de ces acteurs-là en vendant sa conscience contre de l'argent. Miettes. Je prends le cas de maître Adrien Humbeki. Il est fort dans le jeu. Je ne vous apprends absolument rien. On a eu des députés de par le passé qui ont fait des déclarations pour signifier combien le PRD prenait par exemple chez des acteurs. Donc, quand on vit ça, et que ce même peuple revienne encore pour décrier les mêmes acteurs, il faut comprendre que le peuple n'est pas encore souverain. Il nous faut travailler sur plusieurs années à l'éducation civique, à qui appelle-t-on le citoyen? Il ne suffit pas d'être habitant d'un territoire et penser que, de facto, on peut changer les choses. En tant que citoyen, quel est votre devoir? Quelle est votre responsabilité dans le développement de la nation? Donc pour moi, aujourd'hui, le peuple béninois, oui, c'est peut-être prétentieux, mais je me dis, le peuple béninois n'a pas le dernier mot pour les élections générales de 2026. Ce sont les acteurs dont nous venons de parler qui vont décider du sort de ce peuple-là. Parce que malheureusement, ce peuple n'est pas encore prêt. Ce peuple n'est pas encore décidé à avancer. Ça va susciter peut-être des polémiques, hein, ce que je suis en train de dire, mais ne nous leurrons pas. Les vrais acteurs qui vont décider du sort de 2026, ce sont ceux dont nous venons de parler. On connaît l'environnement juridique aujourd'hui. On a les tests et lois, on a la loi électorale, le code électoral, et on sait
un peu ce que ça représente. Qu'est-ce que le peuple peut faire à la date d'aujourd'hui par rapport au code électoral, de vous à moi? Qu'est-ce que le peuple a pu faire au moment où les députés à l'Assemblée nationale travaillaient pour qu'on puisse voter cette loi-là? Qu'est-ce qui a été fait par le peuple au lendemain? Si ce n'est peut-être pas encore des acteurs politiques ne se retrouvant plus correctement ou convenablement dans le jeu politique avec cette loi qui a été votée, qui ont commencé par prendre la parole. Donc pour moi, nous sommes dans une balance et 2026, ça va encore se compter sans le peuple béninois. Ne vous leurrez pas. Les habitants vont se rendre, aux urnes. Les quelques citoyens vont essayer de partager leur mot d'ordre, mais ça ne pourra pas suffire. C'est vrai que dans une république ou dans une société, on a ce qu'on appelle les marginaux. Les marginaux constituent en fait les 10% de la classe sociale qui, en réalité, ne font qu'appuyer sur la sonnette d'alarme pour dire attention, là où nous allons, c'est pas bien. Faisons très attention parce que demain risque de... Ben, est-ce que le peuple est prêt à reconnaître le sacrifice des marginaux? Ne soyez peut-être pas surpris que je vous parle du professeur Joël Aïvo et de Rekia Madougou en tant que marginaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la justice a trouvé un certain nombre de faits qui les incriminent et ils se retrouvent derrière les barreaux. Mais quoi qu'on dise, vous allez vous en rendre compte, ces deux acteurs-là, ces deux grandes figures de notre pays, on peut tirer sur la sonnette d'alarme par rapport à un certain nombre de faits qui nous rattrapent aujourd'hui. Mais quand ils le faisaient, quel est le peuple qui a pu les comprendre dans leur démarche? Malheureusement, eux-mêmes, à tort ou à raison, se sont retrouvés mêlés à d'autres dossiers qui fait qu'aujourd'hui, ils sont privés de leur liberté. Donc pour moi, ce n'est pas pour demain. Roland Toneikes. Je dirais à quand l'Afrique, quoi, de Joseph Kizerbo. moi je suis d'accord que 2026 va se jouer sans le peuple parce que les acteurs politiques du moment ont mis des dispositions, ont pris des dispositions pour le faire sans le peuple. Le peuple a été prêt. Dit que le peuple n'est pas prêt, est-ce que le peuple a de levier pour agir? Le peuple n'a aucun levier. Le peuple n'a aucun pouvoir aujourd'hui. Parce que les lois votées à l'Assemblée nationale ont été votées par une majorité qui appartient à un camp. Alors si on dit que le peuple n'est pas prêt, c'est en fait c'est attribuer ce qui nous arrive au peuple, alors que le peuple, vous et moi, Carole Laye, vous êtes journaliste, je suis journaliste, Hugues Atozego, vous êtes journaliste, on est ici, quel pouvoir avons-nous d'empêcher ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? On n'a aucun pouvoir. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, par le passé, même dans la Constitution, il est prévu que les gens fassent des manifestations pour dénoncer un certain nombre de choses. Quel pouvoir ou possibilité les citoyens aujourd'hui de faire une manifestation, même rassembler 100 personnes pour marcher aujourd'hui, c'est impossible. On vous rappellera la ligne rouge. On vous dira que ce n'est pas possible, que trouble à l'ordre public. On vous dira qu'on est sous menace de terroristes et qu'il ne faut pas se rassembler. Dans ces mesures, dans ces situations-là, qu'est-ce que le peuple peut faire? Le peuple ne peut rien. La seule possibilité, c'est peut-être se dit l'opposition. Mais l'opposition au Parlement, vous savez comment ça se passe, vous voyez comment ça se passe. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que quand on dit que le peuple n'est pas prêt, c'est pour moi une insulte pour le peuple. Hein, parce que le peuple s'est rendu disponible. Et le peuple a toujours eu la possibilité de se faire entendre. Mais aujourd'hui, on étouffe les frustrations du peuple. Appelons Chacha. Aujourd'hui, qui peut... D'ailleurs, regardez les multiples mobilisations prévues par l'opposition, mais empêchées. C'est un élément, c'est un fait. Nous sommes tous témoins de cette situation où l'opposition écrit pour demander une autorisation, on donne l'autorisation, après l'autorité revient sur la décision pour dire qu'il n'y a plus possibilité de se réunir parce que trouble à l'ordre public, il faut faire ça dans un espace fermé. Et puis pourtant, on voit les gens se rassembler dans des espaces non fermés. Donc, dans ces conditions, vous voulez que quoi? Que quel peuple qui va aller s'offrir en holocauste? Personne ne peut s'offrir. Les quelques personnes qui ont le courage de parler savent très bien que c'est très difficile de parler dans telles conditions et que parfois, il y a matière à craindre parfois. Mais aujourd'hui, là,
dans le Bénin aujourd'hui là, qui peut avoir le courage de s'offrir en holocauste parce qu'il n'ayant pas de garantie? Si vous tombez au front, parce qu'on a vu, hein, quand les gens ont réclamé en 2019, il y a eu des morts. Aujourd'hui, qui se souvient pour la plupart de leurs parents, par exemple? C'est peu de personnes ont eu de soutien. Et comment est-ce que ça a été géré, ce dossier? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive est à attribuer à un courant politique. Et ce courant politique estime qu'en faisant des choses comme ça, ils peuvent continuer à avoir le dessus. D'ailleurs, on a pu voir que c'est les stratégies mises en place qui ont fait qu'il y a un fort taux d'abstention en 2019. D'ailleurs, c'est ça qui a prouvé, qui montre qu'en 2020, il y a une fort taux d'abstention. C'est ça qui a fait qu'en 2021, 2023, il y a un fort taux d'abstention parce qu'en réalité, les gens ne se sont pas retrouvés dans certaines candidatures. Si vous allez aux élections et que celui pour qui je milite, je dois voter, n'est pas sur la liste, à un moment donné, les gens se disent, mais est-ce que j'ai intérêt à aller aux urnes? Si je vais aux urnes, là, je serai obligé de jouer. Et en réalité, le peuple n'a pas le choix aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même dire ce qui se passe. Depuis 20 ans, 2006, jusqu'en 2026, ce qui nous arrive, c'est deux personnalités. C'est Boni-Yahie et Patrice Talon. Maintenant, le choix de 2026 encore là. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Le peuple n'a pas le choix. Le peuple n'a d'autre choix que d'aller choisir entre les personnalités, les candidatures choisies par ces deux personnalités-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité qu'un troisième larron soit parrainé par des élus pour espérer aller aux élections. Il n'y a pas cette possibilité aujourd'hui. Donc j'estime qu'aujourd'hui, le peuple, en réalité, s'est résigné parce que se dit, si je vais là, on met tellement de dispositions que quand tu veux parler automatiquement, on sait comment ça se passe. Mais écoutez, on a beau dire, Ricky Amadou, Joël Ivor ont été mêlés à des dossiers, mais on sait très bien que quand ils étaient en train de faire les mobilisations aussi, là, on sait ce qui s'est passé. Après, on peut dire qu'ils ont eu des problèmes et que la justice a eu raison d'eux, d'accord. Mais quand ils étaient sur le terrain en train de se mobiliser, on a vu comment Joël Ivor a fait le tour du Bénin. Les images sont encore là, on a vu. Comment est-ce que les gens l'écoutaient, comment les gens sortaient pour l'écouter. Quand Boni-Yahie sort pour faire les mobilisations, on voit. Mais à un moment donné, on a vu qu'à un moment donné, on commençait à empêcher. Si les acteurs qui ont les moyens ont ces problèmes-là, quel peuple aujourd'hui, qui déjà, il y en a parmi les populations qui peinent à prendre 3 repas par jour. En fait, c'est aussi ça le problème. Et donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, qu'on ne se leurre pas, hein, c'est-à-dire, oui, 2026 sera joué, ça va être sans le peuple, parce que le peuple ne sera pas déterminant, parce que les dispositions mises en œuvre ne donnent pas de possibilité pour le peuple, c'est que ça va s'imposer au peuple, mais c'est quand même du fait d'un courant politique. Je voudrais quand même rebondir. Je voudrais rebondir parce que ce débat-là, c'est un débat très intéressant. Vous savez, Patrice Talon, c'est un président légitime. C'est pas un président illégitime. D'accord? Le courant politique dont il parle, le courant politique n'existe pas sans ce peuple. Patrice Talon a été élu à plus de 65% en 2016. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Béninois qui l'ont élu. Mais justement, ce n'était pas une assemblée monochrome. Non, mais laissez-moi aller au bout. D'accord? Patrice Talon a été élu à plus de 65%. Qui sont ceux qui ont élu Patrice Talon? Si ce n'est pas les citoyens béninois. Mais quand on s'est retrouvé en 2021, qui sont ceux qui se sont rendus aux urnes? Si ce n'est pas encore des Béninois qui se sont rendus aux urnes. On me parle de fort taux d'abstention. Je prends du plaisir à écouter ça. Mais je dis c'est l'opposition qui nous a conduit à ça. Malheureusement. Parce que c'est l'opposition qui a pris plusieurs années dans ce pays à expliquer aux citoyens béninois qu'il ne fallait pas se rendre aux urnes. Mais quand vous appliquez la politique de la chaise vide, la conséquence est là. Patrice Talon a joué sur le levier et il s'est retrouvé en 2021 réélu. C'est aussi simple que ça. L'opposition n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Les déclarations faites en 2019-2020 pour que les citoyens ne se rendent pas aux urnes, ce n'est pas Patrice Talon. Ce sont les mêmes acteurs de l'opposition d'aujourd'hui. En l'occurrence, ceux qui se retrouvent au niveau de la classe politique, les démocrates.
C'est des faits. En fait, voilà le factuel. Quand vous deviez demander aux citoyens ou aux habitants de sortir pour aller assumer leurs devoirs civiques en tant que citoyens, si vous n'êtes pas d'accord avec Patrice Talon, mais sortez, allez aux urnes et sanctionnez-le par les urnes, puisque nous sommes dans un régime démocratique et c'est la seule voie que la Constitution vous concède. Mais vous qui deviez normalement arracher le pouvoir d'État des mains de celui que vous pensez ne pas bien conduire la gestion politique ou la gestion de gouvernance du pays, vous demandez à vos concitoyens de rester, de rebrousser chemin. La question de la NIP, vous vous en souvenez? Combien de citoyens n'avaient pas envie de faire cette histoire de RAVIP, mais à qui on a dit non, si vous le faites, c'est de la manipulation, ainsi de suite. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et je m'attaque toujours à ce même parti politique, les démocrates, qui a pu trouver à un moment donné que les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale et qui les ont empêchés de se rendre aux élections, que ces lois-là étaient des lois chrysogènes. Mais n'est-ce pas les mêmes lois qui leur ont permis de se retrouver actuellement à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça a été changé? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les gens se retrouvent simplement sans conviction. Les gens ne savent pas en fait le combat qu'ils font. Dès qu'ils font un peu de la manipulation, ils se rendent compte qu'il y a certains habitants qui se retrouvent derrière eux. Ils veulent faire croire qu'ils sont les maîtres du jeu. Le fait d'avoir de la foule ne signifie pas qu'on a des électeurs. Hein. On me dit, Boni Yayi sort tout de suite, il y a peut-être 1 million de citoyens. Oui, 1 million de citoyens parce que Boni Yayi met la main à la poche. Je vais vous donner comment je vais dire, un schéma. De façon inopinée avec ce convoi-là. Je vous dis. Donc, il pourra donner de l'argent à toutes les personnes. C'est pas dans ce pays que vous admiration pour l'homme. Écoutez, c'est pas dans ce pays que vous avez vu des citoyens béninois faire le rang, le palais de la Marina, pour aller chercher de l'argent de banque au niveau du palais de la présidence. C'était avec qui si ce n'est pas avec Boni Yayi? En réalité, ce sont des acteurs qui jouent avec la conscience du peuple béninois. Ils se rendent compte qu'il y a une frange de cette population-là qui n'a pas encore eu accès à ce qu'on appelle l'instruction. Nous n'avons pas eu une communauté assez instruite. Il y a suffisamment en fait de personnes analphabètes. Je ne le dis pas pour insulter, non, mais je le signifie pour que nous puissions comprendre. C'est la réalité. Oui, en fait, c'est notre réalité, mais au même moment, il faut atteindre un seuil d'instruction pour faire certaines analyses. Des choses. Voyez-vous? Donc, c'est vrai, je ne le dis pas pour signifier qu'avec Patrice Talon, tout est beau. Quand je prends par exemple la question des droits humains, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec le mode de gouvernance de Patrice Talon. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître qu'au cours de ces 9 ans de gouvernance, bientôt 10 ans, il y a eu suffisamment de choses qu'il a pu faire. Il y a quelques années en arrière, quand vous quittez Cotonou pour vous rendre à Ouida, déjà, dès que vous êtes au carrefour Vassiho, c'est des policiers qui arrêtent les taximans. Vous savez comment ça se passe, tout ça. Il y a eu plusieurs réformes qui ont été menées. Certains ont pu être conduites avec grand succès, avec éclat. Tout comme au même moment, il y a eu des insuffisances relevées au niveau d'autres réformes. Quand vous prenez la réforme du système partisan, par exemple, il y a encore des couacs à relever. C'est un fait. Mais n'oublions pas d'où nous sommes partis. Depuis 1960, où, quand le politicien doit pouvoir se faire élire, il suffit seulement qu'il se rende au ministère de l'Intérieur, qu'il enregistre un parti politique dont le siège se retrouve dans sa valise et qu'il porte. Et il suffit seulement qu'il soit à la veille d'une élection présidentielle pour qu'il aille faire de chantage. Vous avez vu le jeu de maître Adrien Humbegui. On va y revenir sans doute au cours de ce plateau. Tout à fait. Alors, c'est heureux d'entendre Hugues Etosego dire dans un premier temps que c'est le peuple qui n'est pas prêt et puis après de dire que c'est l'opposition qui est le problème. Écoutez, en 2019, il faut qu'on se rappelle des faits réels, situations. 2019,
Le peuple, l'opposition n'avait pas refusé les élections. Il y avait un système, il y avait quelque chose qui avait été sorti et qui a empêché l'opposition des élections. Le certificat de conformité. Qu'on s'en souvienne. C'est le certificat de conformité qui a empêché l'opposition d'aller aux élections et d'avoir deux partis qui soutiennent Patrice Talon à aller aux élections. Mais le certificat de conformité, c'est depuis la Cour constitutionnelle. Oui, mais écoutez... Et la Cour constitutionnelle, quand elle parle, c'est sans recours. La Cour constitutionnelle, c'est qui? C'est Maître Joseph Diogbenou, ex-avocat personnel du chef de l'État, nommé à la Cour constitutionnelle. Non, il n'était pas le seul sage à la Cour constitutionnelle. Ils sont 7. Bon, mais, alors, pourquoi vous voulez lui porter cette responsabilité? Il était le président. Vous savez que ça voix prédominante quand même. Il était le président. L'opposition, c'est parce que j'ai du mal à entendre les gens dire que l'opposition a refusé d'aller aux élections en 2019. On a sorti à la dernière minute le certificat de conformité qui a empêché les gens d'aller aux élections. Et Hugues Zogo, je vais vous poser, c'est pas moi qui peux vous poser des questions, mais si vous vous retrouvez dans une situation où Marcel Yedo, que vous appréciez, doit être candidat, mais il se fait que par d'autres manœuvres, on empêche Marcel donc vous pensez un instant que le certificat de conformité qui a été quand même relevé par la Cour constitutionnelle, c'était une manœuvre. De toute façon, ça a empêché les gens d'aller aux élections parce qu'on a dit que dès lors qu'ils n'ont pas de certificat de conformité, qu'ils ne peuvent pas aller aux élections. On a tous vu ça. Oui, mais ça je n'invente rien. Maintenant, non, j'en viens. Attendez, je vous disais... Écoutez, est-ce qu'ils avaient la possibilité... Qui donnait le certificat de conformité? Qui donnait le certificat de conformité? Attendez. C'est le ministère de l'Intérieur, c'était qui? Mais attendez, vous parlez... Non, laissez-moi finir. Alors, je disais, vous aimez Marcel Yedo. Et c'est lui que vous voulez qu'il soit député de votre circonscription électorale. Mais il s'est fait que... Il est en train de dire amen à votre, souhait. Il le sera au nom de Jésus. Alors, ce que je dis, il est candidat. Et vous savez très bien que vous l'appréciez. Et entre lui et Carole Laye et moi, vous auriez voulu aller aux élections pour voter pour lui. Mais il se fait qu'à un moment donné, il y a des situations qui ont fait qu'il n'est pas allé aux élections, il n'est plus candidat, et ce n'est pas de son fait. Vous voyez un peu qu'en réalité, Mori Agua, qui est le jury qui doit décider qui est candidat, a préféré mettre Marcel Yedo hors course. Et il se fait que c'est Carole Laye, Laurent Toniquet, que vous n'appréciez peut-être pas, ou bien que vous ne voulez pas voir député, qui sont candidats. Vous n'avez pas de choix. Dans ces conditions, les gens sont obligés de rester à la maison. Ce n'est pas l'opposition qui a dit aux gens de rester à la maison. Les gens se sont rencontrés, ont été face à une situation où ils se disent, mais sur les listes, nous n'avons pas ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ces personnes. À quoi bon sortir pour aller voter? Parce que quand vous dites que c'est le peuple, que vous dites encore que c'est les opposants, j'estime que véritablement, écoutez, c'est vrai, nous sommes dans la démocratie, en démocratie, et c'est la loi du plus fort. Parce que la loi... Non, pas la loi du plus fort en démocratie. La loi de la majorité. Bon, voilà. Maintenant, mais à la loi de la majorité, les gens ont ajouté la loi du plus fort. Bon, je ne sais pas de quelle loi du plus fort vous parlez. De toute façon, pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens, je pense véritablement que si les gens, le peuple, tu vois se jouer en 2026 sans le peuple, ce n'est pas le fait du peuple. Ce n'est pas le fait du peuple. C'est le fait des acteurs politiques qui, en 2019, ont commencé et qui ont confirmé ou bien confirmé ce qu'ils ont commencé là, ou bien renforcé, j'allais dire, ce qu'ils ont commencé là. L'année passée ou en 2000, pour le nouveau code électoral, ils ont renforcé cela. Et ce qui fait que l'opposition aujourd'hui n'aura de choix que de proposer un seul candidat, un seul duo de candidature avec le parti Les Démocrates. Oui, puisque ce sont les tests qui le leur c'est ce que je vous dis. Mais c'est les tests qui nous contraignent à avoir ça. Vous savez... oui, laissez-moi finir. Les tests qui nous contraignent à avoir ça. Ce qui veut dire que, est-ce que c'est le peuple qui a décidé qu'on fasse ça? Ou bien c'est les acteurs qui ont fait ça parce qu'en faisant ça, ça les arrange. J'estime que les gens ont fait ça parce qu'en faisant ça, ça les arrange. Ils vont continuer à avoir des résultats gain de cause. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer en 2026. Je voudrais quand même rebondir, hein, Carole, si vous nous permettez. Nous allons aborder. Je vous ai laissé assez développer vos argumentations. Carole, si vous permettez, un dernier élément. Je voudrais quand même que nous puissions travailler à ne pas élire des hommes, mais que nous puissions élire, je vais dire, l'idéologie. Oui, à un moment donné... Il y en a chez les acteurs politiques au Bénin, idéologie? Vous savez, moi... Il y en a?
Moi, je ne parlerai pas en fonction des acteurs politiques. Je parle en fonction de ce qui devrait être. Donc, pour moi, ce n'est pas parce que tel cousin ou tel ami qui avait l'habitude de m'accompagner en termes de sponsoring ne s'est pas retrouvé sur une liste que je ne me rends pas aux élections. Et on a quand même eu l'exemple avec le Sénégal. On a eu l'exemple avec le Sénégal. Vous avez vu tout ce que Macky Sall a pu faire. Et pourtant. Donc, aujourd'hui, c'est de très bons faits. Hein. C'est du factuel. Ça fait partie de notre histoire politique. Et c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant de ne pas tordre le cou à l'histoire. De savoir effectivement ce qui a pu se passer. Et c'est heureux de revenir sur ces faits-là. Parce que dans l'un ou dans l'autre cas, ça permet soit aux acteurs du passé de savoir si les actes qu'ils ont eu à poser étaient de très bons actes dans l'intérêt général du pays ou est-ce qu'ils seraient prêts à reprendre encore les mêmes faits si l'opportunité leur était présentée. Mais ce que je voulais dire, la conclusion que je tire, parce que ce que Roland dit, c'est assez pertinent. La conclusion que je voudrais tirer, c'est qu'actuellement, nous puissions faire un effort au sein de nos partis politiques pour ne plus présenter des individus, mais que nous puissions présenter en fait l'idéologie des partis. Que les citoyens puissent savoir effectivement tel parti, quelle est l'idéologie que le parti défend. Ce qui fait que l'acteur X ou l'acteur Y, qu'il soit candidat ou non, que ce soit simplement pour l'idéologie que vous votez. Donc, c'est un élément sur lequel je voulais quand même rebondir. Et je trouve que le débat a été passionnant. Et intéressant. Moi, je crois que de part et d'autre, développer vos sujet, arguments. je pense véritablement. Il revient. Oui, non, il faut véritablement quand même dire que le peuple a envie d'aller aux urnes. Il revient aux acteurs de faire tout pour que les populations aillent aux urnes pour aller faire leur choix. Cette manière de faire que nous connaissons depuis un moment, où parfois, écoutez, quand vous dites que pas affinité, ce n'est pas affinité en réalité. Quand vous prenez Hugues Etozego, parmi vos amis, un jour on vous demande de choisir quelqu'un pour diriger votre association, je suis sûr que vous allez militer pour quelqu'un qui peut travailler à apporter des résultats. Qui a les compétences. Et donc, dans nos localités là, on connaît qui est qui également. On sait qui aussi, quand il vient, il sera là-bas, il va défendre le peuple. Ce n'est pas celui qui vient donner des sacs de riz ou des paquets de ciment au feu de tôle la veille pour faire porte-à-porte la veille. Mais c'est celui qui, en réalité, quand il va là-bas, il peut prendre la parole. Et ce n'est pas, il ne revient pas seulement deux partis qui soutiennent une majorité de proposer seulement ceux qui peuvent véritablement faire le jeu. Il faut donner la possibilité. Je crois qu'en 2026, on ne connaîtra pas les mauvais souvenirs. On aura des élections assez inclusives, ouvertes et transparentes pour que les Béninois puissent massivement, depuis 10 ans, aller aux urnes pour voter. Je pense qu'on en a toujours eu depuis Autre 2017. sujet à débattre. Nous restons dans le registre politique. Et énième visite de maître Adrien Roumbeji chez Yayi Boni. Que réserve le PRD au peuple? Le PRD ne réserve rien au peuple, puisque le PRD n'existe plus. Appelons chat, chien. Le PRD n'existe plus sur le plan juridique, donc le PRD n'a rien à réserver au peuple béninois. Par contre, Maître Adrien Roumbeyi, oui. Justement. Maître Adrien Roumbeyi, ce n'est pas le PRD. Vous avez vu, ce sont les erreurs que nous avions faites depuis 1990, où le parti politique devient un individu. Forcément. Aujourd'hui, l'organe de presse, vous avez vu, il met le PRD entre griffes. Justement, voilà. Parce qu'il sait de quoi il parle. Exactement, il comprend que en fait, le PRD, ce n'est pas Maître Adrien Roumbeyi. C'est tout un parti, c'est tout un ensemble. Mais ici, en nous parlant du PRD, on parle de la personne, on du parle personnage, au fait. Voilà, on parle du personnage Adrien Roumbeyi. Et on l'affiche bien, d'ailleurs. Regardez la posture de Boni Yayi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous nous apportez encore comme schéma, qu'est-ce qui va se passer avec ce que vous dites là, parce que c'est un monsieur, je m'excuse, assez versatile. Aujourd'hui, il est en train de rencontrer Boni Yayi, ancien président de la République et président de parti.
le plus grand parti de l'opposition, les démocrates. Ben, qui vous dit peut-être que cette posture-là qu'il adopte n'est pas une posture de taupe aussi? Personne ne pense à ça. Puisque Maître Adrien Ngoueyi, c'est quand même le meilleur acteur politique versatile de notre, Mais est-ce que nous de notre allons pays. toujours continuer par lui, attribuer ce tort et ne pas regarder ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui encore à gagner avec son âge, avec la maturité qu'il a au plan politique, la notoriété qu'il a? Est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'est pas temps de marquer une pause pour écouter ce que dit l'homme? Voilà. Vous voyez, c'est un peu difficile, Carole. C'est un peu difficile ce que vous dites. La pause, nous l'avons tous marqué. Nous avons tous marqué la pause avec Maître Adrien Ngoueyi. Quand il a décidé, avec son parti politique, de se rallier à la mouvance présidentielle, nous avons décidé de marquer la pause. Parce qu'il a été, je crois, en 2018, si mes souvenirs sont bons, 2 ans après l'arrivée à la tête de notre pays du président Patrice Talon, de caricaturer notre État. Les mots sont assez forts. Le chef de l'État aurait trouvé un État saccagé et tout le reste. Peut-être que Laurent va revenir dessus. C'est moi qui reviens sur cette... Non, puisque il a présenté. Et en ayant présenté ça, on se dit, bon voilà, quelqu'un qui a pris part à tout ce scandale de par le passé, mais qui prend la décision de changer. C'est comme l'actuel président de la République. Hein. Vous savez qu'il est resté aussi à travailler avec toute la classe politique. Depuis 1990, il avait toujours un contact facile, soit avec le chef de l'État ou avec un des ministres d'État. Donc, il avait toujours son mot d'ordre. Mais, quand il est arrivé à la tête de notre pays, il a dit, c'en est assez. Les choses ne doivent plus se passer comme ça se passait là. On doit pouvoir arrêter un certain nombre de choses. Moi, le souvenir que je garde, c'est cette notion du faux-faux dont il a parlé à Abomey. Et c'est vrai, vous avez le Benjamin peut-être de la famille que tout le monde attend parce que c'est lui qui a le pouvoir financier. Ce pouvoir financier, il a obtenu comment? Par détournement des fonds de l'État ou peut-être par la vente de produits illicites. Et ça, tout le monde sait. Mais avant qu'on ne démarre la réunion familiale, même le chef de la famille est assis sur son trône et on ne peut pas démarrer parce que ce jeune-là, qu'on appelle Fofo, n'est pas encore arrivé. Le chef de l'État a décidé qu'on mette fin à ce genre de scénario-là. Donc, je m'attendais aussi à voir Maître Adrien Ngoueyi dans cette dynamique quand il a présenté notre État hérité par Patrice Talon. Hélas, il a pu tenir sur peut-être 3 ou 4 ans, mais là, il retourne à ses vieilles habitudes. Que voulez-vous que je dise? Qu'est-ce que je peux dire? C'est lui qui nous présente les scénarios et on le suit dans l'exécution de son tournage. Il est dans un tournage de film. On va suivre les différentes séquences. Pensez-vous, Roland Tonenike, c'est comme Hugues Hector Zogo que l'homme est dans un tournage de film? Moi, j'ai envie de poser la question, de quoi est-ce que les gens se plaignent par rapport à Maître Adrien Ngoueyi? De quoi est-ce que les gens se plaignent? Le monsieur a fait le jeu là hier pour vous être utile. Aujourd'hui, il décide de faire le même jeu, vous énervez, vous criez partout, il n'est pas stable, il est si. Dans sa versatilité, ce monsieur a fait Zinsou en 2016. Et 2015, rappelons-nous de cette fameuse nuit de 2015, ça n'a pas été facile. Peu s'en fallait, Kwame Koutié serait président de l'Assemblée nationale. On a vu comment tout le peuple était en éveil pour suivre ça.
Et quand il a été élu, tout le monde a entendu l'hymne national. J'étais encore chez moi aussi également, j'ai chanté. On a fait ça. Ça, on le doit à Maître Rosier Vieira-Soglo. Oui, mais oui, et il était de l'opposition. Mais on l'a vu en 2016 venir vendre son logo et faire Zissou. On a tous vu ça. Mais après, c'est le même qui a fait le candidat de la mouvance qui est venu dire que le pays est descendu son piédestal et qui a fait Patrice Talon. Et qui a conduit les réformes aussi, une partie des réformes de Patrice Talon. La fameuse loi sur l'embauche qu'on a dénoncée, que moi j'ai dénoncé, je continuerai à dénoncer, il fait partie de ceux qui ont voté. Il était président de l'Assemblée nationale quand ça a été voté. Les réformes dont on parle, les 10%, fameuses 10%, vous vous rappelez de Joël Alakbe à l'Assemblée nationale, de Guy Mitokwe à l'Assemblée nationale, qui l'alertait pour dire attention, il y en a vraiment. Vous vous rappelez ça, Joël Alakbe, il y en a vraiment. Mais écoutez, il a participé à ça. Et quand il le faisait, il était bon partenaire. Pourquoi on ne l'a pas désavoué à ce moment? Pour dire non, on ne veut pas de toi, tu es opposant, tu ne l'as pas fait avec nous, tu as fait Zissou, on ne te fait pas. Pourquoi on n'a pas dit ça? Lui, il l'a fait. À un moment donné, les mêmes personnes disent, bon, ce que j'ai fait avec vous là, j'ai fini, je vais encore aussi continuer mon pèlerinage, mon parcours ailleurs. Maintenant, cette fois-ci, on lui rappelle non, tout oui, ce mais qu'il a pu faire. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. En réalité, quand vous acceptez le personnage comme ça, vous devez être prêt à le supporter. Oui, mais il le supporte. Non, mais ce qui se passe là où tous les matins, on veut tirer sur lui là. Non, il le supporte à la seule différence que cette fois-ci, quoi? On veut lui rappeler les actes qu'il a posés. Non, mais rappeler... non seulement on lui rappelle les actes, mais on lui impose le devoir de les assumer. Le problème, en 1996, le personnage a fait Mathieu Kékou est devenu Premier ministre. Même si ce n'est pas dans la Constitution. Tout comme Zissou qui a été Premier ministre de Bouni-Yahi, même si ce n'est pas dans la Constitution. Mais je dis, vous connaissez le personnage. Pourquoi aujourd'hui vous voulez vous attaquer à lui? On veut s'attaquer à lui. Je pense véritablement que les gens doivent prendre sportivement ce qui arrive là. Et dire, si il a fait ça aux autres là. En réalité, pour moi, si j'étais un Patrice Talon ou bien de la mouvance, je me serais préparé psychologiquement à vivre cette situation. Mais c'est peut-être parce qu'ils se sont préparés à ça qu'ils sont en train de rappeler les faits. S'ils se sont vraiment préparés à ça, ce qu'on voit tous les jours, les gens veulent attaquer le monsieur là, on ne devait pas faire ça. Il faut en réalité, si on s'est vraiment préparé et qu'on estime qu'on a confiance, il faut le multiplier par 0 et se taire. Ce qu'il dit aujourd'hui, est-ce que c'est pas la réalité? Non, attends, je n'ai pas fini, Caroline. Maintenant, ce qu'il dénonce là, mais regardons-nous dans la glace. Justement. Il y a des choses sur lesquelles, la preuve tout à l'heure, vous avez dit, la question des droits humains, vous n'êtes pas d'accord à 100% avec le chef de l'État. Donc, ce qu'il dénonce, même si à un moment donné, on estime que trop tard, il est venu dans un marché trop vieux, on peut être d'accord sur le fait que, sur certains aspects, il n'a pas totalement tort. Non, on ne sera pas d'accord avec lui. On ne sera pas d'accord avec lui parce que ce n'est pas à la veille des élections qu'il va manifester cette versatilité. En fait, moi, je n'ai pas de difficulté avec la figure de Maître Adrien Ngouéhi, mais j'ai de difficultés avec le timing utilisé. Mais le gars, aujourd'hui, il se pose un problème de risque. Non, je prends ce timing-là comme de la manipulation des âmes faibles. Mais maintenant, se retrouvant au niveau de la République. Rappelez-vous que nous sommes en politique. Et c'est en fait l'expression qui fait que les acteurs continuent de nous jouer. Non, mais écoutez, quand vous dites que le timing là, mais en politique, il faut choisir le bon timing pour frapper fort. Ah, donc, ok. Mais le monsieur, moi j'estime véritablement que la mouvance là cherche toujours le bon timing pour faire fort. Depuis 2016 là, il cherche toujours le bon timing pour faire fort. Et si vous regardez bien comment est-ce que Patrice Talon opère, c'est un monsieur très, très méthodique. Il cherche les bonnes occasions, il frappe fort et il continue, il s'en fout. Et donc, Adrien Ngouéhi aujourd'hui peut-être estime qu'en cette période-ci là, s'il ne commence pas à parler, peut-être soit on l'appelle pour négocier avec lui, ou soit on l'ignore. Qu'est-ce qu'on va négocier avec lui puisque le PRD... Écoutez, ils ont négocié avec lui par le passé. Donc s'ils ont été capables de négocier avec lui par le passé pour faire le jeu avec lui, ça veut dire qu'ils ont encore les leviers, les possibilités de négocier avec lui. S'ils choisissent de ne pas négocier avec lui, c'est leur volonté. Sauf que j'estime véritablement, et vous l'avez rappelé, c'est malheureux ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé depuis des années, où des partis politiques sont résumés à un acteur politique. Et malheureusement, avec le temps, Maître Adrien Ngouéhi a une certaine notoriété dans une région du Bénin, qu'on le veuille ou non. Et dans cette situation, dans cette quête du pouvoir,
à un moment donné, soit vous faites avec Adrien Oumbédi, ou soit vous faites contre lui, mais vous devez vous préparer alors à l'affronter, là où il a toujours été maître du jeu. Ce n'est pas la dissolution du PRD qui fait le problème. Hein. Moi, je voudrais... Attendez, ce n'est pas la dissolution du PRD qui fait le problème. Hein. Parce que, je le précise, le PRD existait. Les gens ont quitté le PRD. On pensait qu'ils peuvent faire quelque chose à Porte-Nouveau. Ils ont tout fait. C'est resté, ils n'ont rien fait. C'est comme Piti. Attendez, à Cotonou, là, les gens, à un moment donné, comment vous appelez, le PRD à Caravi était influent dans la zone de Soava. Allez vous renseigner. Ce n'est pas Oumbédi qui venait là, mais jusqu'à un moment donné, il y a un certain lien dans les relations avec Agbadabassi et Aladja de Soava. Vous avez vu ce que ça a donné. Et puis, dans Cotonou, là, à un moment donné, la RB, là, on a tout fait. Ils n'ont rien eu dans toutes les autres régions du Bénin. Mais à Cotonou, vous allez vous revenir là. C'est encore eux. Vous savez... C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on a tout fait de dissoudre aujourd'hui pour dire que le PRD n'existe pas. Encore que vous avez affaire à un praticien du droit et qui certainement se prépare peut-être pour sortir la réplique. Attendez, pour sortir la réplique, mais je dis Rolfort que maître, je voudrais qu'on rende hommage à un oui, grand attendez, homme de la presse. Il vaut mieux avant éviter. de boucler. Oui, on va le faire. Il vaut mieux éviter de multiplier Adrien Oumbédi par 0 dans la 19e. Oui. Il vaut mieux se préparer à faire face et dire, au cas où, qu'est-ce que nous proposons? Ce serait la meilleure option pour le avenir. Moi, mon conseil, si je devais leur donner un conseil, c'est de dire, cessez de continuer à multiplier Adrien Oumbédi par 0 en l'attaquant pour dire que le PRD n'existe plus. Vous savez, vous êtes surpris. Je voudrais quand même faire le parallélisme avec une grande figure politique de notre pays. Bruno Amoussou, merci. Bruno Amoussou. La frustration qu'aurait senti ce monsieur-là aurait été peut-être grande. J'ai oublié de donner un exemple. Hein. Malgré tout, là, il est encore influent là-bas. Mais Bruno Amoussou, il reste le baobab de sa localité. Du Mono et du Koufo. Le baobab du Mono et du Koufo. Alors, de quoi parlons-nous finalement? Et pourtant, la sagesse, avec l'âge qu'il a, lui recommande aujourd'hui de travailler à former de jeunes leaders. Je ne veux pas citer de nom, mais quand vous prenez aujourd'hui le Mono et le Koufo, vous vous rendez compte qu'il y a de jeunes leaders politiques qui ont émergé grâce à lui. Ça veut dire qu'il a toujours maître du jeu. Qu'il continue de soutenir. Mais pourquoi Maître Adrien Oumbédi ne peut pas se retrouver dans la même posture? Vous avez vu encore Bruno Amoussou sortir, faire quelle déclaration? Il était président de l'UP Le Renouveau. Il était président de l'UP Le Renouveau. Voulez-vous dire qu'il n'a pas vécu des frustrations? Si on fait le parcours, on regarde bien le parcours de Maître Adrien Oumbédi, de Bruno Amoussou. Vous savez très bien qu'après son PSD, il a été le maître à penser de l'Union fait la Nation. On a vu tout ça là. D'abord avant. Le maître à penser de l'UP Le Renouveau également. Oui, donc pour vous dire quoi, au-delà de tout, aujourd'hui, Maître Oumbédi est président aussi d'un parti. Ce que je dis, c'est que je rappelle, et vous faites bien de donner l'exemple de Bruno Amoussou pour dire, vous avez tout fait de dire que Oumbédi ne vaut rien à Porte-Nouveau et que le PRD n'existe plus. Le PRD n'existe plus. Mais dans le Koufo, vous allez là, vous voulez être leader. Si vous n'allez pas faire allégeance à vous passez à côté. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je dis, le maître Adrien Oumbédi, d'accord, en tant que personnage aujourd'hui, n'apportera absolument rien à que ce soit la mouvance ou l'opposition. Il a son mot à dire. Au regard de ce qu'il est en train de faire. Parce que ce qu'il a son mot à dire. Ce qu'il a l'habitude de vendre, il a son mot à dire. Merci à vous. Ceux qui suivent, vous ne pourrez pas vous entendre, vous ne pourrez pas accorder vos violons sur ce plateau. Pour finir cette analyse, un grand homme de la presse s'en est allé hier. Finalement hier, parce qu'on l'a annoncé plusieurs fois mort, alors qu'il ne l'était pas. Il s'agit de Nicaise Miguel. Voilà, mon doyen. Hugues Hector, des hommages, rapidement pour boucler l'analyse. C'est toujours pas facile de perdre un concitoyen. Et quand c'est un aîné dans votre corporation, et non seulement un aîné dans votre corporation, mais quelqu'un qui a pu bien se comporter de son vivant, ça devient une perte énorme. Et je crois que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos confrères sont unanimes sur le fait que le doyen Nicaise Miguel
a été une grande figure de la presse africaine. Il s'en est allé. Nous restons en union de prière pour le repos de son âme et nous espérons que miséricorde lui soit accordée et qu'il vive autrement ce nouveau monde dans lequel il se retrouve désormais et que son départ constitue pour nous jeunes de la profession un témoignage vivant. J'ai suivi un témoignage hier qui m'a beaucoup marqué. C'était un aîné direct et sincère. Vraiment. Direct et sincère. Vraiment. C'est deux mots qui m'ont... Ça peut frustrer, c'est-à-dire... il peut te frustrer, mais il te le dira quand même. Voilà, direct et sincère. Quand je l'ai lu, j'ai eu la chair de poule. C'était pas beaucoup de mots, c'était pas assez de mots, mais direct et sincère. Ça m'a beaucoup touché. Et je crois que ce départ-là doit pouvoir nous permettre de revivre en fait notre parcours en tant qu'être humain et de nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous apportons au quotidien. Et si nous partions, qu'est-ce qu'on dirait de notre départ? Père son âme. On va pas partir tôt. Roland Tonelli-Kess. Non, je crois que quand on parle de Nicaise Miguel, pour beaucoup de jeunes à l'époque que nous étions, quand on suit la télé, il y a des gens quand même qui nous inspiraient, hein, Tout à fait. qui nous donnaient l'envie d'être journaliste. D'exercer ce métier. D'exercer ce métier. Il fait partie de ces personnes parce que vous le voyez assez professionnel et assez dynamique à l'écran. Et puis après, on a vu quand même, eu la chance de les côtoyer de loin. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire de stage à l'ORTB, mais quand même, de loin, je voyais le personnage. Et j'avoue que c'est des gens qui ont marqué le temps, notamment en termes de journalisme au Bénin. Il faut quand même leur rendre un hommage assez vivant. À la télé, il fait partie des gens que je voyais qui m'impressionnaient. J'ai toujours dit, j'ai eu la chance de le dire à Pédi Ludovic d'abord un jour. Quand j'étais à l'ADA, 2003-2004, en fait, je devais allumer ma radio, c'était Golf FM. C'est sa voix qui m'impressionnait. Donc, il y a ces personnes-là qui ont marqué leur temps et qui ont suscité des vocations. En fait, c'est le plus important. Dans ce que vous faites aujourd'hui, l'héritage doit être susciter des vocations. Des gens qui ont envie de faire mieux, faire comme vous et mieux que vous. Parce qu'ayant vu ce que vous faites, ayant apprécié, ont envie d'aller plus loin que ça. Je crois que ces personnes, notamment Nicaise Miguel, Jérôme Carlos, père à son âme également, ces personnes ont suscité des vocations par l'exemple, par le modèle qu'ils ont incarné dans la profession de journaliste au Bénin. C'est vrai que vous savez très bien qu'à leur époque, ce n'est pas aussi facile que ça. Il y avait la crainte du général Mathieu Kérékou, hein, mais qui, pour autant, ne faisait pas pour autant peur, mais quand même, il y avait la crainte parce qu'on a en face de soi un militaire. Mais tant bien que mal, ils ont réussi à marquer le temps. Repos éternel, condoléances à sa famille, et que nous, qui sommes jeunes journalistes aujourd'hui, que nous puissions continuer à travailler davantage, à incarner ce modèle-là qui peut susciter des vocations. Voilà, moi je dirais tout simplement que celle qui a suscité en moi cette passion pour la profession, c'est Annick Ballet. Et j'ai eu la chance de travailler auprès d'elle, également auprès de Nicaise Miguel, qui corrigeait mes papiers. Et quand tu reviens du reportage, tu écris ton papier, tu lui emmènes ça, il te dit donne-moi quelques minutes. Il te demande comment s'est déroulé le reportage. Il se met dans la peau du journaliste qui était sur le terrain et il te dit ce que tu dois faire parce que peut-être tu l'as mal fait ou parce que tu ne l'as pas du tout fait. Donc du coup, il te parlera de l'attaque qui est la partie la plus importante d'un commentaire, du commentaire, et également la conclusion qui doit retenir l'attention. Donc, je voudrais tout simplement dire sur ce plateau, j'ai la chair de poule, qu'il a beaucoup fait pour moi et que c'est grâce à lui que je fais peut-être pas encore parfaitement ce que je suis en train de faire, mais je sais qu'il m'a donné envie d'être ici et de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Merci au doyen et que son âme repose tout simplement en paix. Amen.